Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, félicite son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat. L'actualité, c'est aussi la rentrée professionnelle de la session d'octobre 2024. Un total de 190 centres de développement de l'entrepreneuriat ont été lancés hier à Alger au titre de cette nouvelle rentrée. Le Merzen, ce système qui collectionne les scandales liés à l'espionnage, se retrouve encore une fois sous les feux des projecteurs après de nouvelles révélations dans l'affaire du Marokgate, dans lequel le Maroc cherchait à affluer des députés européens en échange de certaines faveurs politiques. Pas moins de 27 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'armée sioniste à Gaza et au Liban. L'armée sioniste a étendu sa zone d'opération au sud-ouest du pays dans le cadre de l'offensive en cours contre Hezbollah. Cinéma, projection hier de la première partie d'un projet de film documentaire palestinien intitulé Distance Zéro à Oran dans le cadre de la 12e édition du Festival international du Rang du film arabe à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité hier lors d'un appel téléphonique son frère Kais Saïed, président de la République tunisienne, pays frère, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien frère bonheur et prospérité. Nous sommes parmi les grands consommateurs de café dans le monde, une position qui témoigne de la popularité de cette boisson. 300 millions de dollars sont sirotés chaque année en Algérie. Dans les prochains jours, vous allez pouvoir acquérir ce produit avec le nouveau prix subventionné par l'État afin de compenser la différence de prix qui a atteint des niveaux records. Le président de la République l'avait annoncé lors de son entrevue avec les médias nationaux. Une première quantité de café au prix plafonné a été injectée hier dans les marchés de gros. Maya Kharfi et Walid Yousfi. Nous sommes ici à Bektouta, dans la capitale, au niveau de l'une des plus importantes unités de torréfaction, mouture et conditionnement de café du pays. Plusieurs tonnes sont produites ici chaque jour. Elles sont ensuite commercialisées à un prix désormais plafonné par l'État à 1250 dinars le kilogramme pour le café arabica et 1000 dinars le kilogramme pour le robusta. Après la promulgation du décret exécutif relatif au plafonnement des prix du café, notre entreprise a été la première à appliquer les nouveaux prix. Nous avons aussi contacté les grossistes pour les informer des nouveaux prix. Une initiative qui vise à assurer une marge bénéficiaire raisonnable aux opérateurs économiques face aux fluctuations des prix du café sur les marchés internationaux, mais avant tout à préserver le pouvoir d'achat du consommateur algérien. C'est une décision louable. Cela permet aux citoyens de continuer à acheter ce produit à un prix raisonnable. J'espère que cette décision sera appliquée aux autres produits de large consommation. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires en collaboration avec les opérateurs activant sur toute la chaîne de distribution ainsi que les importateurs pour garantir l'application progressive de ce décret. Nous avons commencé aujourd'hui à injecter des quantités de café à un prix plafonné au niveau des grossistes. Des poursuites judiciaires sont prévues en cas de non-respect des prix fixés. Les consommateurs sont appelés à dénoncer toute pratique frauduleuse. Ouverture à Alger des travaux de la conférence internationale sur les paiements numériques en Algérie, présidée par le ministre des Finances, Laziz Faïd, en présence du gouverneur de la Banque d'Algérie ainsi que du directeur général et président du conseil d'administration du Fonds monétaire arabe. Le ministre a abordé les questions en lien avec l'économie nationale et la transparence pour assurer les services financiers transparents. Il a également évoqué les avancées enregistrées par l'Algérie en matière de numérisation des différents services du secteur des finances.
L'actualité, c'est aussi la rentrée professionnelle de la session d'octobre 2024 qui porte le thème formation professionnelle, autonomisation économique et gouvernance numérique. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a présidé ce matin la cérémonie de lancement à Oran de la nouvelle rentrée professionnelle, le secteur qui offre cette année près de 400 000 nouvelles places pédagogiques à l'échelle nationale dans différents modes et dispositifs de formation. De nouvelles spécialités dans les domaines de l'agriculture, de la numérisation et des nouvelles technologies ont été introduites en vue d'accompagner les projets de développement. Et au titre de la nouvelle rentrée professionnelle, un total de 190 centres de développement de l'entrepreneuriat ont été lancés hier à Alger au niveau des instituts de formation professionnelle spécialisés et des pépinières d'entreprises. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel et le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Walid Yousfi. Soutenir et accompagner les jeunes porteurs de projets, c'est l'objectif de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat. Un intérêt particulier est accordé aux jeunes diplômés des universités pour les aider à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat et de créer leur propre entreprise. L'agence NESDA propose des mesures de facilitation et un financement au profit des étudiants. Cette agence nous a beaucoup aidés pour réaliser nos objectifs et aller au bout de notre projet. Un total de 190 centres de développement de l'entrepreneuriat ont été lancés hier au niveau des instituts de formation professionnelle spécialisés et des pépinières d'entreprises. Nous allons ouvrir des centres de formation de l'entrepreneuriat dans 176 centres de formation professionnelle. 14 centres de développement seront aussi lancés au niveau des pépinières d'entreprises relevant de l'ANDPME. Cette orientation a été suivie en donnant la priorité à ce secteur vital dans son programme d'activité, compte tenu de ses nombreux effets visant à valoriser les résultats en matière de ressources humaines qualifiées dans différents corps de métier. NESDA finance des projets dans plusieurs secteurs. On peut citer entre autres le BTP, l'artisanat, le transport, les services, l'agriculture, le secteur de la pêche ou encore l'industrie. 2 conventions ont été signées permettant aux porteurs de projets au niveau des centres de formation spécialisés de bénéficier d'une formation et d'un appui financier, mais aussi de former les porteurs de projets des pépinières d'entreprise tout en mettant à leur disposition l'expertise nécessaire à leur développement. L'Algérie est totalement engagée pour la cause palestinienne. Elle mène une bataille diplomatique farouche en soutien au peuple palestinien et à sa juste cause depuis son accession, janvier dernier, au Conseil de sécurité de l'ONU. En tant que membre non permanent, le chef de l'État avait instruit d'inscrire les questions de paix et de sécurité internationale parmi les priorités du pays durant son mandat au sein de l'organe onusien. Yanis Eid Belkacem. Depuis le début de la guerre génocidaire sioniste à Gaza, l'Algérie a assumé le rôle de chef de file sous la conduite du président de la République, accordant un soutien et une solidarité à toute épreuve avec la cause palestinienne, qualifiant les exactions sionistes à l'encontre du peuple palestinien de véritables crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis la tribune des Nations Unies, l'Algérie, par le biais de son ambassadeur Ammar Benjama, a mené plus d'une bataille diplomatique pour parvenir à une solution urgente de cesser le feu à Gaza. En mars dernier, elle a rédigé une proposition traitant des éléments les plus complexes, y compris un cessez-le-feu immédiat conduisant à un cessez-le-feu permanent, la libération de tous les détenus et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire et des besoins médicaux. Le texte initié par l'Algérie est appuyé par les autres membres élus, a été adopté et ce pour la première fois depuis le début de la guerre contre Gaza et après 4 tentatives précédentes qui ont échoué en raison du veto américain. Ce texte exigeait un cessez-le-feu immédiat pendant le mois de Ramadan, garantissant que l'aide humanitaire parvienne à la population et la libération des détenus. La mission algérienne au sein de l'organe central de l'ONU a joué un rôle de premier plan en incluant certaines de ses préoccupations dans le texte final d'un projet de résolution proposé par les États-Unis dans le cadre de la recherche d'une issue à même de mettre fin au massacre sioniste contre l'enclave assiégée qui ne compte plus que ses martyrs. L'Algérie, qui a fait de la cause palestinienne le fil conducteur de toutes ses actions depuis son entrée au Conseil de sécurité, entend poursuivre par ailleurs les démarches nécessaires pour permettre à l'État de Palestine de devenir membre à part entière de l'ONU, savourant pour le moment une victoire conséquente, celle de siéger par ordre alphabétique des États.
Depuis New York, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a réitéré l'engagement fort et sincère de l'Algérie à continuer à apporter son soutien à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, visé par une campagne féroce menée par l'entité sioniste et ses soutiens. Une aide financière algérienne d'un montant de 15 millions de dollars a été déjà accordée à cette agence. Le rôle de l'Algérie visant à mobiliser davantage de voix soutenant le dossier palestinien a été vivement salué par l'ensemble des Palestiniens. On fait justement le point de la situation à Gaza. Pas moins de 27 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'armée sioniste ayant visé un immeuble de 4 étages dans le camp de Boureij et des tentes pour personnes déplacées dans le camp de Nuseirat au centre de la bande de Gaza. Les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours pour extraire davantage de victimes des décombres sous les bombardements de l'armée sioniste. Par ailleurs, les forces d'occupation sionistes ont arrêté hier soir au moins 30 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée. Et puis l'armée sioniste a étendu sa zone d'opération au sud-ouest du Liban dans le cadre de l'offensive en cours contre le Hezbollah. Plus de 15 000 soldats sionistes auraient été déployés dans le sud du Liban où les opérations terrestres se poursuivent. La Turquie a annoncé l'évacuation par voie maritime de quelques 2000 ressortissants au Liban en raison de l'aggravation de la situation au Proche-Orient. Le Maroc, plaque tournante du trafic de drogue selon des rapports de l'ONU. L'affaire de l'Escobar du désert en a révélé les ramifications. L'étendue de la machine est régionale et internationale et nuit à tout le continent, comme le démontrent de nouveaux éléments de l'affaire avec l'implication totale du Marsen. Amel Borba. Ce sont des révélations explosives et des rapports accablants qui ont éclaté au grand jour, mettant en lumière l'implication du régime marocain dans un vaste réseau de trafic de drogue s'étendant de l'Afrique à l'Europe. Ces révélations mettent en cause plusieurs hauts responsables marocains dans ce commerce international, révélant l'ampleur de ces réseaux criminels. Le scandale de l'Escobar du désert et les déclarations d'un haut responsable du ministère de l'Intérieur marocain lèvent le voile sur la nature de ce régime belliqueux, considéré comme un narco-État et dont l'économie est aujourd'hui dépendante de la drogue. La culture de cannabis est d'ailleurs légalisée dans ce pays. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé l'affaire de l'Escobar du désert qui, telle une boîte de Pandore, a divulgué des informations fracassantes sur les ramifications tentaculaires de ce trafic transcontinental. On y découvre que le Hadj Ahmed Ben Brahim, alias le Malien, entretient des liens étroits avec de hauts responsables politiques et sécuritaires, ainsi que des personnalités influentes telles que l'ancien président du club Wydad de Casablanca, Saïd Nassiri, et l'ex-député Abdembi Boui, tous deux membres du parti de l'authenticité et de la modernité, une formation politique de premier plan au Maroc. Leur implication illustre l'ampleur de la corruption qui mine le Marsen. Des rapports médiatiques locaux ont révélé que l'Escobar du désert est en fait une création du Marsen qui a transformé cet ancien berger en un baron de la drogue. Des médias espagnols ont également révélé l'implication de la marine royale marocaine dans des opérations d'introduction de stupéfiants, notamment en Espagne. Ce régime a également mis en place des réseaux sophistiqués pour acheminer la drogue vers l'Europe et le Sahel et inonder le marché avec des tonnes de stupéfiants, avec la bénédiction des services secrets marocains. Une situation qui suscite l'inquiétude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui, dans un récent rapport, a mis en lumière l'implication de la marine royale marocaine dans l'introduction des drogues et l'émergence de nouvelles routes maritimes avec la complicité de politiciens, de membres des forces de sécurité et du pouvoir judiciaire. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ces mêmes partis ont intensifié l'utilisation des ports du Sahara occidental pour recevoir des cargaisons de cocaïne avec la bénédiction des services des renseignements marocains. Le trafic de drogue est même devenu un instrument de la politique étrangère marocaine. Les fonds illicites servent en effet à corrompre des institutions et des responsables politiques à l'étranger, dans le but de rallier des soutiens à la position marocaine
notamment sur la question sahraoui. Selon les observateurs, ce trafic juteux génère en effet des bénéfices faramineux qui alimentent une caisse noire, servant les ambitions expansionnistes et colonialiste du royaume. Agissant sous l'influence de l'entité sioniste, le régime du Marzen inonde la région de tonnes de ce poison dans le but de propager la consommation de drogue et détruire la jeunesse, ce qui représente une réelle menace, favorisant le développement des réseaux criminels et la déstabilisation de la région. Le Marzen, ce système qui collectionne les scandales liés à l'espionnage, se retrouve encore une fois sous les feux des projecteurs après les nouvelles révélations dans l'affaire du Marokgate, dans laquelle le Maroc cherchait à influencer des députés européens en échange de certaines faveurs politiques. Un vaste réseau d'espionnage orchestré par le Marzen met en lumière une stratégie qui semble aller bien au-delà des simples activités de renseignement. Les détails avec Elisabeth Belkacema. Depuis quelques années, le Marzen est au cœur de plusieurs scandales liés à l'espionnage. Après l'affaire Pegasus, un logiciel utilisé pour infiltrer les téléphones de personnalités politiques, journalistes et militants à travers le monde, d'autres révélations continuent d'éclater, remettant en question les pratiques du régime du Marzen. La plus récente de ces affaires, la Marokgate, ce scandale aurait révélé que le Maroc cherchait à influencer des députés européens en échange de certaines faveurs politiques grâce à un réseau d'espionnage bien organisé. En Espagne, 7 agents marocains ont été arrêtés sur une période de 10 ans. Ces derniers opéraient sous couverture, souvent avec de fausses identités, pour transmettre des informations stratégiques. En Allemagne, en France et même en Afrique, les autorités ont également démantelé des réseaux d'espionnage liés au régime du Marzen. Leur méthode, recruter des individus en apparence ordinaire, chauffeurs de taxi, serveurs ou employés d'hôtels, pour collecter des informations sensibles. Des pratiques inquiétantes qui dépassent le simple cadre diplomatique. L'Union européenne a déjà émis des avertissements aux diplomates à Bruxelles, leur demandant d'être vigilants face à ces tentatives d'infiltration. Aux Pays-Bas, l'affaire a pris une tournure plus sévère. Plusieurs Marocains ont été arrêtés, accusés de menacer la sécurité nationale et européenne. Les autorités néerlandaises parlent d'une véritable tentative de déstabilisation. Le Marzen s'appuie sur sa diaspora à l'étranger pour effectuer des opérations d'espionnage qui sont parfois confiées à des simples citoyens. Ces derniers sont parfois victimes de chantage de la part des services marocains. S'ils ne coopèrent pas, ils s'en prendraient à leur famille restée au Maroc. Ce vaste réseau d'espionnage orchestré par le Marzen met en lumière une stratégie qui semble aller bien au-delà des simples activités de renseignement, avec des répercussions potentielles sur les relations diplomatiques entre le Maroc et plusieurs pays européens. On revient à la résistance palestinienne qui a de multiples formes. La caméra et l'image en font partie. De nombreux Razaouis ont choisi ces moyens pour raconter leur quotidien dans l'enclave sous les bombes et pour documenter la tragédie que vit Gaza. Leur courage a été salué au Festival international du film arabe d'Oran. Amir Besh nous en parle. Oran, 13h30, à la salle de cinéma Saada. C'est ici où se sont donnés rendez-vous ces cinéastes et le public cinéphile pour découvrir le travail de 22 réalisateurs et réalisatrices razaouis qui ont choisi la caméra comme moyen de lutte contre le colonialisme et faire du film un outil de dénonciation contre la répression et les exactions commises par l'entité sioniste envers le peuple palestinien. Quand je vois les médias qui sont pro-sionistes, je trouve que la moindre des choses pour les médias arabes, c'est d'être un peu solidaire avec ce peuple palestinien qui se fait massacrer depuis déjà 1 an maintenant, sinon depuis plus de 70 ans. On a un accueil très chaleureux du film, y compris notamment quand on était au TIFF, donc au Canada, à Toronto, où les gens ont envie de voir la voix qui vient vraiment de l'intérieur, parce que je pense qu'il y en a marre des news et des images qui sont un peu bombardées, et d'avoir des histoires de l'intérieur dites par ceux qui sont à l'intérieur. En fait, les gens ont besoin de ça et ça manque. Des courts-métrages réunis dans un projet appelé From Ground Zero, Distance Zéro, initié par le producteur et réalisateur Rachid Meshehraoui, palestinien de Gaza. السينما أداة كتير مهمة يعني في حرب أخرى جارية غير الحرب العسكرية اللي بتصير على الأرض
Le cinéma est important. Il y a une autre guerre qui est en train de se passer en ce moment, celle des images, celle des médias. Nous, on parle d'une colonisation de peuplement. Il faut raconter la véritable histoire, non celle véhiculée par certains médias occidentaux. On parle d'un peuple palestinien qui a une civilisation, qui a une culture, une géographie, un territoire, une culture. Et le cinéma peut raconter ça et doit transmettre ça au monde. في حكايات أخرى عم تخرج للعالم والعالم كمان عم يتفاعل معها من الاحتلال فلازم إحنا كمان الفلسطينيين يكون عندنا الحكايات تبعتنا اللي تطلع للعالم بالموازي. À travers leurs réalisations, les jeunes de Gaza nous racontent la gravité et les conséquences dramatiques de la guerre menée par l'entité sioniste contre une population civile désarmée forcée à l'exil. في شهداء كل يوم، في ناس ميتة من الجوع، من القهر، من الحرب الإبادة. خلص كفاية، اقبلوا. بنقول لهم الجزائر صمدت 130 سنة ودفعت 1.5 مليون شهيد. نحن بنتعلم من الجزائر. مش ضروري تحكي مع الولد هيك. Le public oranais a également pu découvrir ou redécouvrir le grand film Les Dupes, signé par le Syrien Tawfiq Saleh sur une histoire de Ghassan Kanavani. C'est en hommage et en soutien au peuple palestinien, frère. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.